Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre deuxième session du programme de formation de Global Youth. C'est notre édition de 2024 et nous sommes très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. L'objectif, c'est de comprendre le changement climatique et nous avons des intervenants très intéressants. Je m'appelle Alexis McGibbon, je suis directrice du programme du côté Oxford. Je suis très heureux de cette session. Bonjour à tous, bonjour à toutes, où que vous soyez dans le monde. Bonjour, je m'appelle Fred Simon et je viens de Tanzanie. Je suis représentant du DYC local et je suis vraiment très heureux que vous soyez tous venus et merci à la contribution de tout le monde qui a permis de réaliser ce programme. Parfait. Donc, vous aurez sans doute déjà vu ça sur votre programme et nous avons des intervenants très intéressants aujourd'hui et des objectifs. Nous avons l'idée d'articuler différentes manières de comprendre le changement climatique. Nous avons également l'idée de résumer les principaux enseignements, les 5 principaux enseignements du récent rapport d'évaluation du GIEC. Ensuite, nous allons savoir comment expliquer des techniques de storytelling sur le climat très efficaces. Et ensuite, nous expliquerons la science concernant l'élimination du CO2. Donc, voici notre ordre du jour. Nous allons commencer par Roa Alabet, qui est notre intervenant de jeunesse aujourd'hui. Ensuite, nous aurons John Lang, qui est directeur du Net Zero Tracker. Ensuite, Joy Lee, directeur du éditorial chez Earthrise Studio. Et enfin, Tim Kruger de Oxford Net Zero. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte de questions-réponses. Et vous pouvez également mettre dans les commentaires de Zoom d'où vous êtes, d'où vous nous regardez dans le monde. Et sur ce, je passe la main à Frédéric. Merci beaucoup. Avant de commencer dans notre session d'aujourd'hui, j'aimerais présenter notre intervenante jeunesse aujourd'hui, Rosa Albeid. Elle a travaillé pour Youngo en tant que point de contact en 2023 et maintenant elle fait partie de l'équipe de coordination mondiale et elle travaille avec la CCMICC. Elle a également participé à des négociations internationales et elle a organisé des événements parallèles à la COP28, ainsi qu'à la Semaine africaine du climat. Et elle a travaillé pour sensibiliser au lien entre le changement climatique et la mobilité humaine. Elle est également ambassadrice du climat auprès de Connect for Climate et du groupe de la Banque mondiale. Et elle est ancienne membre de la Young African Leaders Initiative. En tant que directrice générale d'Afrique Climactive, elle est co-organisatrice de la conférence régionale de la jeunesse 2024 au Maroc. Et dans ces espaces, elle a pu discuter de stratégies pour travailler avec les parties prenantes et aborder la question des migrations induites par le climat en Afrique. Donc voilà, vous avez 10 minutes. Roa. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Roa et je suis vraiment très heureuse d'être ici et j'espère que vous apprécierez ces 10 minutes. Donc, je vais parler de la jeunesse et du changement climatique. La première question serait de se poser la question, pourquoi la jeunesse? Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre la jeunesse et le changement climatique? Vous pouvez voir que la jeunesse est la prochaine génération de leaders climatiques. Vous voyez le pourcentage de jeunes dans les différents continents. En Afrique, 15% de la population est jeune. En Asie, c'est 29%. Donc, vous voyez le pourcentage de personnes qui sera leader à l'avenir. Au fil de l'histoire, nous avons connu différents mouvements de la jeunesse. L'un d'entre eux est Yongo. Donc voilà, c'est notre histoire.
je fais partie de Youngo moi-même. Nous avons commencé en 1992 au sommet de la Terre à Rio. Ensuite, nous avons continué en 2005 à la conférence des partis de Montréal. Et en 2009, à la COP, la CCUNSCC a reconnu la jeunesse comme observateur. En 2011, nous avons été confirmés comme circonscription, comme interlocuteur. Et Youngo représente la voix des enfants et des jeunes. C'est donc un mouvement qui travaille depuis un certain temps pour la terre et pour la jeunesse. En ce qui me concerne, j'aimerais contribuer au changement. Si vous souhaitez également contribuer au changement, comment faire? Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, le pouvoir des réseaux sociaux. À l'heure actuelle, nous avons tous des réseaux sociaux, nous avons Instagram, nous avons TikTok, mais vous pouvez l'utiliser de manière intelligente. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un support très important qui ont un impact très important dans nos vies. Vous pouvez tout simplement ouvrir un compte sur TikTok et contribuer au changement. Il y a beaucoup de gens qui ont un impact sur les réseaux sociaux. Et il y aura une session complète sur l'usage des réseaux sociaux liés au storytelling. Donc, vous pouvez vraiment utiliser vos réseaux sociaux de manière très intelligente. Vous pouvez utiliser Instagram. Vous pouvez également utiliser TikTok. En ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation, aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité unique. Vous pouvez faire des recherches dans vos bibliothèques, vous pouvez faire des recherches sur Google. Il y a de nombreuses organisations qui travaillent dans l'éducation et dans la sensibilisation. Il y a vraiment beaucoup de livres, beaucoup de matériel qui parlent du changement climatique. Donc, il vous suffit de chercher et vous trouverez des éléments pour en apprendre plus. Troisième point, le plaidoyer et l'influence sur la politique. Nous pouvons influencer les politiques. Où que vous alliez à la COP ou à d'autres réunions où il y a des négociations, il y a toujours un espace pour les jeunes. Par exemple, c'est une photo de la COP 28 lors de la dernière COP, donc. J'ai parlé devant des milliers de personnes. Et si vous pensez que vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'impact, vous vous trompez. Nous sommes jeunes, mais nous pouvons avoir une influence et nous pouvons parler sur une scène internationale. Autre point, c'est qu'il y a de nombreux mouvements de base. Il s'agit par exemple ici d'un projet sur lequel nous travaillons en Ouganda. C'est une petite initiative au niveau local. Nous travaillons sur le sujet des plastiques notamment. Nous essayons de donner des produits durables aux villageois. Donc, vous pouvez travailler au niveau local, au niveau de votre village, et vous pouvez, dans tous les cas, contribuer au changement. Autre point, l'innovation et l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens travaillent dans l'innovation et ont un impact important. Il y a beaucoup d'initiatives climatiques, avec de nouvelles idées, chaque jour de nouvelles découvertes. Et peut-être qu'un jour, vous devriez scientifique et vous pourrez avoir un impact et vous pourrez contribuer à lutter contre le changement climatique. Autre question, la question interdisciplinaire. Quand on parle du changement climatique, il y a différents aspects qui sont liés. Vous pouvez voir sur le dessin, je vais vous donner quelques instants pour que vous voyez ce qu'il est écrit sur ce dessin. Donc, lorsque vous parlez d'un problème,
il y a d'autres sujets associés, par exemple le genre, les femmes au pouvoir, l'autonomisation des femmes, la politique, l'économie. Donc, le changement climatique est quelque chose de multidisciplinaire. Donc, lorsque vous parlez du changement climatique, vous ne pouvez pas vous limiter à un seul aspect. Il y a vraiment différents aspects à prendre en compte. Quand vous voyez l'agenda de la COP, vous voyez qu'il y a vraiment de nombreux aspects qui sont pris en compte. Il peut y avoir la santé, il peut y avoir l'éducation, il peut y avoir l'art, il peut y avoir la biodiversité, il peut y avoir la nature. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ensuite, l'intersectionnalité dans l'action climatique. Nous parlons du mouvement de la jeunesse et il y a beaucoup de groupes. Il y a des groupes LGBTQ, il y a des groupes de femmes. Et tous ces espaces sont ouverts et tout le monde peut y travailler. Et le dernier élément, c'est de créer des alliances entre les générations. Nous parlons actuellement de la jeunesse, nous parlons du fait que les jeunes sont les leaders de demain, mais il faut également travailler avec d'autres générations, les personnes les plus âgées. Il ne faut pas les oublier. En matière climatique, la construction d'alliances entre les générations est très importante. Nous avons besoin des personnes qui ont 50, 60 ans. Ce sont des gens qui font partie de notre histoire. Ils ont des connaissances, ils sont parfois scientifiques, donc il faut travailler avec eux. Donc voilà, comme je disais, on a toujours besoin d'eux. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Et la dernière chose que je dois dire, parce que je sais que vous êtes tous jeunes, vous avez toujours le moyen de faire la différence. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc, au bout du compte, nous devrons donner la terre à nos enfants et nous devons la rendre meilleure que ce que nous l'avons reçue. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de prendre soin de notre planète et c'est notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de leur donner une terre meilleure que celle que nous avons reçue. Et voilà, c'est tout de mon côté. Je vous souhaite une bonne continuation de session. Merci à toutes et tous. Wow, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. Et merci beaucoup au roi. Et vous avez vu que vous avez différentes manières de vous impliquer en tant que jeune. Maintenant, j'aimerais vous présenter John Lang, qui est responsable du projet Net Zero Tracker, qui va nous parler du dernier rapport d'évaluation du GIEC, le rapport d'évaluation numéro 6. Donc, John Lang est directeur du Net Zero Tracker. C'est un projet de consortium international dirigé par l'ECIEU. Il est spécialisé dans la communication scientifique vis-à-vis du public et également dans la politique climatique. C'est un juriste néo-zélandais et il est également directeur de l'E-Environmentalist. C'est un blog de communication sur le climat. Il est directeur également de Consult Climate, un cabinet en conseil en développement durable, et ainsi qu'un groupe de néo-zélandais impliqués dans le climat et les domaines annexes. Il est également titulaire d'un master de droit en politique et sciences de la Terre de l'USL, ainsi qu'une licence en histoire et en droit de l'université d'Otago. Désolé si je n'ai pas bien prononcé certains mots, mais dans tous les cas, je souhaite donner la bienvenue à John Lang. Merci beaucoup, c'est une très bonne présentation. Je ne crois pas avoir eu une fois dans ma vie une telle présentation. Donc, comme a dit Frédéric, je suis directeur du Net Zero Tracker.
Mais maintenant, j'aimerais vous parler de la science de la climatologie. Et je vais le faire avec des graphiques, avec des images visuelles, pour bien faire passer le message. Donc, je vais vous faire une présentation de tout le rapport, pardon, le rapport d'évaluation du GIEC, le numéro 6. Mais tout d'abord, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que le GIEC. Le GIEC est un organe des Nations Unies composé de représentants des gouvernements et d'experts qui travaillent sur l'état du climat. Tous les 7 ans, le GIEC élabore des évaluations sur l'état du changement climatique. C'est un organe intergouvernemental, donc tous les rapports du GIEC doivent inclure les 195 États membres de l'ONU avant d'être publiés. Et théoriquement, les gouvernements ne peuvent pas ignorer les résultats de ce rapport. Et des centaines, voire des milliers de scientifiques du monde entier collaborent à ce rapport. Donc maintenant, je vais parler du 6e rapport. Ce 6e rapport d'évaluation, près de 800 scientifiques ont participé de 91 pays différents. Donc, qu'est-ce que le rapport d'évaluation numéro 6? Donc, le but était d'évaluer la base scientifique. Dans le premier rapport, le but était d'évaluer la base scientifique du système climatique et de la manière dans laquelle nous changeons. Ensuite, il y a eu le rapport d'évaluation numéro 2 sur les impacts. Le troisième était sur notre manière de pouvoir atténuer le changement climatique et de pouvoir réduire les émissions. Et donc, les options qui étaient à notre disposition pour atténuer et pour réduire les émissions de CO2. Et ensuite, vous voyez en bleu, c'est le rapport de synthèse. C'est la synthèse des 3 rapports précédents. Je vais un peu parler du cycle de rapports d'évaluation au sein du GIEC. Il y a des rapports spéciaux. Mais en 2018, il y a eu un autre rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5 degré. Donc, vous voyez là, avec sur mon curseur, c'est le 6e cycle de rapport d'évaluation. Donc, il y a eu les rapports spéciaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez une chronologie du GIEC ici. Donc, ça a démarré en 1988 et cela a continué jusqu'à aujourd'hui avec le 6e cycle de rapport. Vous voyez la signature de l'accord de Paris en 2015. Et juste avant, en 2013-2014, il y a eu la production du 5e rapport d'évaluation. Et cela constituait la base de l'accord de Paris. Et donc, comme vous pouvez le voir, le GIEC est un catalyseur de l'action climatique. Il y a eu la production du rapport sur le réchauffement global. Donc, le GIEC joue vraiment un rôle très important pour impulser l'action climatique. Je vais remonter un peu plus haut. Et vous voyez cette section, la vue générale. Je vais en parler assez brièvement. Nous avons des impacts très graves du changement climatique et nous avons la nécessité de sortir des émissions et des combustibles fossiles. Je vais vous parler des différentes sections et je vais vous parler de l'objectif de net zéro. Nous allons parler du fait que l'adaptation est essentielle et nous allons voir
également que les solutions sont déjà disponibles aujourd'hui. Sur la gauche, vous voyez ce visage humain. Cela nous montre à quel point le changement climatique a un impact sur la population. 3,3 milliards de personnes dans le monde vivent dans des contextes où ils sont hautement vulnérables au changement climatique. Et 6 milliards de personnes pourraient être exposées à des périodes de conditions climatiques dangereuses d'ici 2100. On va continuer. Donc ça, j'ai basé cela sur le travail d'une collègue qui est une très bonne communicatrice en changement climatique. Donc tout d'abord, il faut savoir que le changement climatique est réel. Donc le monde se réchauffe en raison de l'émission de gaz à effet de serre et de CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère. Cela crée des changements rapides dans notre climat. Comme vous le voyez, les humains émettent près de 40 milliards de CO2, 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année. En poids, c'est l'équivalent au poids de 863 000 Titanic. Depuis 1750, nous avons émis 2500 milliards de tonnes de CO2, soit 53 millions de Titanic. Et sur la droite, vous voyez à quel moment nous en sommes. Le réchauffement, nous sommes à 1,2 degré, avec une augmentation de 0,2 degré par décennie. Comme vous le voyez, c'est une évolution de la température. Jusqu'en 1850, il y a eu, à partir de 1850, il y a eu la révolution industrielle, et vous voyez, à partir de là, il y a eu une accumulation, une hausse continue de la température. Donc, nous sommes dans une période, la dernière décennie, qui est plus chaude que n'importe quelle période des milliers d'années précédentes. Il est clair, donc nous sommes responsables du changement climatique. Nous avons réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Comme vous voyez, il a de nombreuses preuves, mais c'est vraiment un aperçu très général, hein. Mais vous le voyez que l'activité solaire, l'activité volcanique ou la variabilité naturelle n'a pas vraiment eu d'impact. Il y a eu certains facteurs qui ont eu un effet refroidissant, mais cela n'est pas suffisant pour compenser le réchauffement. Donc, comme j'ai dit, notre atmosphère se réchauffe. Voilà pourquoi elle se réchauffe. La troposphère se réchauffe. Donc voilà un peu quelques éléments de sciences chimiques qui l'expliquent. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc le changement climatique est également grave. Les températures vont continuer à augmenter jusqu'à la moitié du siècle, quel que soit le scénario. Et donc, s'il n'y a pas de réduction drastique des émissions de CO2, nous dépasserons 1,5 degré, voire 2 degrés de réchauffement d'ici à la fin du siècle. Et là, je montre juste quelques exemples. Si vous voulez plus d'informations détaillées, je peux vous montrer mes autres infographies et je vous enverrai les liens pour que vous puissiez les consulter à la fin de ce webinaire. Il y a un point qui n'est pas très compris, c'est que les terres se réchauffent plus rapidement que les océans.
Vous voyez également l'importance des océans. Les océans ont absorbé 25% des émissions de CO2 de toute l'humanité et l'océan a absorbé également 90% de la chaleur excessive causée par les humains. Mais malheureusement, il y a des changements qui se sont produits qui auront besoin de milliers d'années pour être pour un retour en arrière. Vous voyez quelques exemples. Par exemple, l'augmentation du niveau de la mer, la modification de la chimie et la fonte des glaciers. La calotte glaciaire, avec une augmentation de 3-5 degrés, les calottes glaciaires vont être perdues de manière irréversible pendant plusieurs millénaires. La calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Ouest va être complètement perdue et celle du Groenland va être pratiquement entièrement perdue. Le changement climatique va également mettre en danger 1 milliard de personnes et pas seulement au niveau des inondations. Et cela va être dû notamment à l'augmentation du niveau de la mer qui va augmenter fortement par rapport à 1900. Il y a différents scénarios, il y a des scénarios à bas impact, très fort impact, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un scénario où nous augmentions à plus de 2 mètres. Cela peut être ralenti par des mesures drastiques de réduction des émissions de CO2. D'autres bonnes nouvelles, nous savons comment empêcher le changement climatique. Nous avons déjà les outils disponibles pour mettre fin aux problèmes climatiques et pour stabiliser les températures à des niveaux plus sûrs. Nous pouvons diminuer les émissions par 2 et essayer d'atteindre net zéro émission. Comme vous le voyez, il y a différentes trajectoires qui sont variables en fonction de ce que nous allons faire. Si nous réduisons rapidement les émissions de CO2, si nous les divisons par 2 d'ici 2050, nous pouvons stabiliser le changement climatique. Mais sinon, le changement climatique continuera, le réchauffement continuera après 2100. Je vais donner l'allégorie de la baignoire. Nous sommes en train de remplir la baignoire d'émissions de CO2. Il faut fermer le robinet. Et vous voyez qu'il y a un système d'élimination du CO2. Et nous ne sommes pas en train de l'utiliser, malheureusement. Mais je pense que Tom Cougar va en parler un peu plus en détail de l'élimination du CO2. Et quelle est la meilleure manière d'éliminer le CO2? Pour moi, il faut éliminer les émissions de CO2. Il faut diviser par 2 les émissions d'ici 2050, pardon, diviser par 2 d'ici 2030 et arriver à net zéro d'ici 2050. Et tout cela est déjà indiqué dans les rapports du GIEC. Et donc, la trajectoire que nous prenons pour arriver à net zéro va déterminer le montant total de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère et la quantité de dommages que nous allons provoquer. Moins il y a d'émissions cumulées, moins il y aura de réchauffement climatique. Plus il y a d'émissions cumulées, plus il y aura de réchauffement climatique. Il faut arriver à sortir des combustibles fossiles qui sont responsables de 90% des émissions de CO2. Si nous voulons arriver à 1,5 degré d'augmentation, nous avons un maximum de 210 gigatonnes de CO2 à dépenser. Et si nous voulons atteindre 2 degrés, 1110 gigatonnes.
Vous voyez ici différentes choses que nous devrons faire d'ici 2030 et 2050 pour avoir une chance de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. La finance climatique doit également augmenter pour arriver à net zéro. Donc, il faut vraiment augmenter la contribution financière. Il faut multiplier par 4, voire par 8 l'investissement annuel d'ici 2030. Il faut une décarbonisation profonde dans tous les secteurs de l'économie. Voilà combien cela devrait coûter au PIB mondial. 0,04% par an. C'est l'investissement que nous faudrait pour atteindre 1,5 degré et c'est vraiment un investissement minimal. Je ne vais pas parler longtemps de l'élimination du CO2 parce que Tom va en parler dans quelques instants. Mais tout cela est nécessaire pour atteindre net zéro. Mais le principal point sur l'élimination du CO2, que ce scénario n'a pas été testé à l'échelle réelle. Je vais parler d'une autre chose très rapidement. Il y a un message très important. Il y a vraiment des chances que nous n'arrivions pas à atteindre la cible d'1,5 degré. Alors, pour ce qui est de la datation, eh ben, elle est véritablement nécessaire. Par exemple, 10% des ménages avec les plus grandes quantités d'argent contribuent effectivement à une émission de CO2 qui est véritablement considérable, qui correspond à 34 à 45% de l'émission globale, hein. Donc, vous voyez que c'est aussi une question de justice climatique, certes, mais aussi d'adaptation des nouvelles technologies. Donc, vous voyez comme je suis en train de vous le montrer dans ce diagramme, hein. Et nous avons effectivement besoin d'un développement résilient et climatique pour pallier ces problèmes, hein. Comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, certainement en utilisant la datation, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons également investir sur la mitigation climatique, et ce, d'ores et déjà, de sorte effectivement à pouvoir mener des actions climatiques équitables qui réduiront les pertes et les dégâts. Donc, si vous vous demandez ce que dégâts signifie, c'est par exemple les problématiques qui sont liées à la désertification, par exemple, ou à l'augmentation des niveaux de la mer. Oh, les bonnes nouvelles enfin. Comme vous le voyez, des options de médication existent à un coût qui est assez raisonnable de toute façon et qui pourrait nous aider à réduire les émissions globales d'à peu près la moitié d'ici 2030. Et effectivement, on parle de ces bols de fruits en général. Voilà pourquoi j'ai décidé d'adopter moi aussi cette métaphore. Donc, vous voyez là effectivement un pommier qui nous suggère certaines actions qu'on peut mener pour diminuer l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez, chaque fruit représente l'une des stratégies que l'on pourrait adopter pour aider également l'agriculture. Pour faire tout cela, nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin d'une gouvernance climatique, il faut construire la capacité institutionnelle et on a également besoin de subventions et de financement, sans aucun doute.
Autre bonne nouvelle, les émissions de gaz à effet de serre commencent à diminuer. Donc, notre avenir semble un petit peu plus rose, si vous le voulez bien. L'énergie commence à être bon marché, comme vous le voyez. On a diminué de 85% les coûts. Pour ce qui est des coûts de production des batteries et également de la production de véhicules électriques, hein, dont l'adoption commence à monter en flèche, comme vous le voyez. Et on a pas mal d'instruments politiques qui réduisent le coût grâce à l'utilisation de projets d'instruments tels que le déploiement de subventions pour passer à l'échelle. Donc, c'est quoi la morale de l'histoire? Il existe deux variables qui détermineront comment le changement climatique aura un impact sur la civilisation humaine et sur le monde naturel. Les deux sont incertaines. Euh, Tout cela dépend bien évidemment des émissions de CO2 et également combien de CO2 la Terre peut encore supporter. Nous avons effectivement le pouvoir de changer ces deux variables. Je vous remercie. Super, merci beaucoup. Je me suis régalé en écoutant votre exposé. C'était très clair. Je vous remercie encore une fois. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, je travaille étroitement avec John sur plusieurs projets et c'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui peut simplifier le jargon et le rendre disponible à tout le monde. Donc, je vous remercie. Par la suite, Joey Lee, qui est à la tête de ce programme Earthrise, qui nous parlera de stratégies efficaces pour raconter le tout. Joey est journaliste et écrivaine qui se centrera sur l'environnement, le climat et l'égalité climatique. En général, elle se centre justement sur le storytelling et le récit. Elle a travaillé précédemment pour Al Jazeera, pour 365 vidéos, films, photographes et audio. Elle a reçu beaucoup de prix hein, pour son travail. Et c'est aussi une très chère amie. Donc, c'est un plaisir de vous avoir, Joey. Bonjour à toutes et à tous. C'est véritablement un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais maintenant partager mon écran. Vous le voyez? Oui, super. Alors, je me prépare. Merci à toutes et à tous de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'être là. La présentation précédente était véritablement intéressante. Cela va nourrir certainement mes réflexions. Les réseaux sociaux sont tellement fondamentaux, le storytelling aussi nous aide véritablement à simplifier la science qu'il y a derrière le changement climatique. Voilà ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler au nom de Earthrise Studio. Mais c'est quoi Earthrise Studio au juste? Il est important que je plante le décor avant de rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les défis à relever lorsqu'il faut raconter le changement climatique? Je vais vous fournir quelques conseils si jamais vous vouliez raconter des histoires visuelles également. Earthrise est une plateforme média basée sur les personnes qui se centrent également sur la mise en valeur de la crise climatique et qui cherche à introduire également et simplifier ces sujets très difficiles, hein. Et son public cible, c'est les jeunes. Donc, quels sont les conseils qu'on nous a donnés lorsque nous avons démarré? Pourquoi avons-nous choisi ce nom? Je ne sais pas si vous avez vu cette image auparavant. C'est une image qui a été prise en 1968 lors d'une mission d'Apollo 8 de la NASA par l'astronaute William Anders. Cette photo a été nommée Earthrise parce que c'était la première fois qu'on pouvait voir la Terre depuis l'espace et cela représentait véritablement un moment où on
pouvez prendre du recul et comprendre comment on est interconnectés les uns les autres. Nous avons été fondés en 2020 et personne ne s'attendait pas à ce que 2020 soit une année si tragique en raison de la pandémie mondiale, le mouvement de Black Lives Matter, une augmentation massive du coût de la vie et cette crise climatique massive. Donc, Earthrise a commencé véritablement comme une riposte à ces inégalités sociales croissantes partout dans le monde. Et on s'est rendu compte que cette crise climatique est véritablement entrelacée avec ces autres facteurs. Au moment où les personnes utilisent beaucoup Internet, on s'était rendu compte qu'il était véritablement important de contribuer à cette conversation qui démarrait sur les réseaux sociaux. Nous racontons des histoires pour un monde meilleur et pour un nouveau monde. On veut chercher véritablement à nourrir les réflexions de nos utilisateurs pour les sensibiliser aux solutions dont on a besoin pour faire face aux problématiques de nos jours. Encore du décor. Pourquoi est-ce que raconter des histoires est important? Ben, nous avons besoin que les gouvernements et les décideurs politiques puissent prendre les reins de la situation. Et il faut également que les personnes tiennent cette problématique au cœur. Voici une statistique. Un psychologue cognitiviste a dit que les personnes se souviennent mieux des histoires que des faits, et ce, 22 fois de plus, parce que les histoires sont ancrées dans les émotions. Notre théorie du changement est que si nous façonnons nos histoires, ces histoires nous aideront à façonner la culture qui nous aidera à sélectionner nos décideurs politiques, qui feront passer des politiques qui régissent nos systèmes. Donc, vous voyez, on fait une différence sur les histoires qui va avoir un effet dominant sur la totalité de la chaîne. Nous sommes une entreprise qui se centre sur le contenu social parce qu'on cherche justement à parler aux jeunes. On a créé 1530 histoires. Notre public en ligne est de 2,5 millions partout, dans 45 pays différents. Et on parle normalement une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Et c'est quoi le but? Ce n'est pas simplement de se centrer sur des personnes qui sont bien enchâssées dans la lutte climatique, mais aussi de parler aux personnes qui ne connaissent pas véritablement ce que cela signifie et qui, de toute façon, aimeraient par la suite faire partie de cette conversation. Nous avons interviewé et collaboré avec pas mal de personnes, telles que Barack Obama, David Attenborough, Greta Thunberg, Sylvia Earle. Peut-être vous les connaissez. Nous croyons qu'il est véritablement important de montrer qui sont les personnes avec qui nous travaillons dans les différents milieux, à partir des mouvements de base jusqu'aux hauts niveaux. Voici, c'était la fin de ma présentation de Earthrise, mais je fais un pas en arrière. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il est important de parler des défis de raconter des histoires climatiques. Voici cette citation du The Guardian. Le changement climatique est la plus grande histoire que le journaliste n'a jamais racontée. Les histoires que nous racontons, à qui nous les racontons et comment nous les racontons marchent. Si vous cherchez climate change sur Internet, le changement climatique, voici les images qui apparaissent. Ça, c'est juste, disons, quelques petites images. Et très souvent, les personnes se disent que la crise climatique est un petit peu trop abstraite, elle est trop éloignée de nous. On voit normalement des ours polaires, on voit des images qui semblent avoir été conçues par l'IA, mais en réalité, on ne voit jamais les retombées que cela a eu sur les communautés, sur les êtres humains et sur tout ce qui est proche de nous. Donc, comment
est-ce que on s'éloigne de cela? Voici un autre défi. Selon certaines recherches, mais il est difficile à quantifier, on indique que jusqu'à 98% des histoires environnementales sont racontées de façon négative. Si vous cherchez dans Google, vous voyez que les titres sont véritablement pessimistes et malencontreux. Donc, cela n'est pas surprenant si l'impact de ces histoires a laissé les personnes très fatiguées. Une étude menée par The Lancet en 2021 sur 57,7% des jeunes disent que l'humanité est damnée. Est-ce que vous vous rendez compte? Plus que la moitié a dit que l'avenir nous fait peur. Et bien évidemment, lorsque vous regardez et lisez le type d'histoire racontée par les médias, on se rend compte que les jeunes sont véritablement influencés par cela. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les personnes ont des crises d'angoisse? Eh ben, ils se sentent seuls, ils se sentent angoissés. Ce qu'il est intéressant de penser est que les préoccupations pour le changement climatique n'ont jamais été aussi fortes. Donc, les personnes ne sont pas seules dans ces préoccupations. Et donc, il y a un écart dans la perception. La plupart des personnes, euh, normalement, ne considèrent pas le changement climatique. Mais en réalité, une recherche qui a été menée aux États-Unis, on a découvert que 80-90% des Américains croient que les politiques du changement climatique ne sont pas si importantes et ils sous-estiment donc tout cela. Et c'est pareil en Chine et en général, on peut se dire qu'on va sous-estimer ce fait. Une étude menée cet été, appelée People's Climate Vote 2024, se rend compte que quand il s'agit de changement climatique, 80% des personnes partout dans le monde veulent des actions climatiques plus fortes de la part du gouvernement. Donc, ce qu'on voit est qu'il y a une couverture croissante d'histoire climatique, mais la plupart peint le changement climatique de façon négative. Il est véritablement difficile de combler cette lacune de perception. Il faut convaincre les personnes qu'effectivement du travail est en train d'être mené. Donc, trois défis en particulier. Nous n'avons pas suffisamment de bonnes histoires climatiques. Normalement, elles sont encadrées négativement. Et puis, il y a un manque véritablement d'agences et de coalitions globales qui puissent contribuer à des solutions communes. Effectivement, il semble que personne ne contribue à ce sens de travail qu'on est en train de mener. Donc, lorsque l'on se centre sur ce qu'on veut faire dans l'avenir, en termes d'histoire du climat, nous avons besoin d'une diversité d'histoires climatiques, nous avons besoin de cadres basés sur des solutions et il faut également montrer les communautés aussi bien que hein, l'autonomisation qui sont fondamentales pour toute personne autour du monde. Donc, je vais maintenant passer en revue quelques exemples de ce qu'on a fait chez Earthraise. On a appris pas mal de choses et je vais faire cela pour bien vous exemplifier ce que nous avons fait. Nous avons besoin des histoires qui ciblent le cœur avant tout et par la suite l'esprit. Les personnes veulent effectivement réfléchir sur une problématique s'ils se rendent compte que cela leur parle, s'il s'agit d'histoires qui sont accessibles. Donc, très souvent, ce qu'on fait, c'est de mélanger des images très génériques avec des sujets très complexes. Mais la chose la plus importante est que le tout soit accessible et que ce soit également plaisant. Raconter les histoires sous plusieurs points de vue. Donc, les personnes tiennent au cœur ce qui leur intéresse.
Donc, la santé est très importante pour eux. Comment est-ce qu'on va parler de santé liée au changement climatique? Nous avons collaboré avec BBC pour une série télévisée pour comprendre comment est-ce qu'on va mélanger le changement climatique et la santé. Comment intéresser également les plus jeunes qui peut-être ne pensent pas nécessairement au changement climatique, mais qui sont intéressés par la musique, par exemple. Nous avons fait quelque chose avec Ellie Goulding, qui est une chanteuse très célèbre, hein. Et on a décidé d'allier la nature, le changement climatique dans une de ces chansons. Comment est-ce qu'on va parler de politique? 4 milliards de personnes voteront cette année. Comment est-ce qu'on va allier cela aux problématiques climatiques? Comment est-ce qu'on va lier cela à l'industrie de la mode? Comment est-ce qu'on va parler de denrées alimentaires? Comment est-ce qu'on va parler d'économie? Donc, il faut trouver véritablement trouver les différents points de vue qui puissent être compréhensibles par tout le monde et qui puissent toucher même le vécu de tout le monde. Nous avons besoin également de personnes qui racontent les histoires. Nous avons besoin de conteurs. La plupart de journalisme climatique viennent de pays du nord global, du nord du monde, tels que moi-même. Même les experts et les scientifiques qui se centrent justement sur le changement climatique proviennent du nord du monde. Donc, Reuters publie la liste des 1000 scientifiques du climat les plus réputés. Et si je ne m'abuse, seulement 5%. En fait, c'est 0,5% de ces scientifiques vit en Afrique. Donc, à mon avis, cela signifie que la plupart des retombées que nous avons n'est pas encore suffisante en Afrique et en Asie, alors que trois quarts de la population vivent en Asie et en Afrique. Et pourtant, trois quarts des les scientifiques vivent en Europe et dans l'Amérique du Nord. Donc, comment est-ce qu'on peut diversifier le tout pour que on puisse véritablement toucher de près également les personnes vivant en Afrique et en Asie, par exemple? Une autre chose que nous faisons est de nous assurer de raconter les histoires de plusieurs communautés différentes autour du monde. Voilà que nous avons écrit à propos du changement climatique et les communautés islamiques dans le Royaume-Uni et aussi ailleurs. On s'est centré également sur la Colombie et leur soutien du traité des combustibles fossiles. Nous avons regardé également ce que les militants font en Écosse. Lorsque l'on pense à l'encadrement basé sur les solutions, comment est-ce qu'on va raconter des histoires qui révèlent et reflètent les choses qui sont atteintes un petit peu partout dans le monde? Nous avons fait quelque chose à propos de l'Équateur, par exemple, concernant un référendum qui servait à arrêter justement l'extraction pétrolière. On a fait quelque chose concernant la forêt de l'Amazonie. Et bien évidemment, on s'est centré également sur l'importance de la préservation naturelle. Nous avons aussi produit une série appelée Spotlight en collaboration avec Bloomberg. Donc, on s'est centré, par exemple, sur les arbres. Est-ce qu'ils représentent pour les différents pays? On a pensé aussi aux eaux usées ou comment chaque pays fait face à la crise climatique d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus personnel. On s'est centré aussi sur la révolution électrique, la transition juste. Nous savons très bien que l'innovation technologique monte en flèche désormais et il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut être bien content, mais nous ne devons pas penser exclusivement à des solutions technologiques. Il faut penser également aux problématiques systémiques qui sont au cœur des communautés. Enfin, les histoires doivent montrer la façon dont plusieurs communautés se mobilisent autour du monde.
de sorte à ce que les personnes puissent voir dans ces histoires de l'espoir et de s'identifier également le cas échéant. Mais ces actions individuelles qu'on peut faire peuvent par la suite se transformer en actions collectives. Donc voici quelques autres histoires que nous avons utilisées. Il y a une jeune femme indigène d'Indonésie qui protège les membres de sa communauté contre les incendies de forêt. Mais il y a aussi une femme hawaïenne qui protège sa terre des constructions des bâtiments modernes, ou bien encore la communauté de scientifiques qui aident à sauver les alpacas qui sont fondamentaux dans une région spécifique. On travaille également sur un film qui s'appelle La mère de toute lutte. Cette actrice, c'est Sonia Gujojo. C'est une militante indigène qui, il y a 2 ans, euh, était candidate au Congrès américain et elle a même gagné. Donc, cela, c'est déjà un changement important qu'il faut garder à l'esprit. Par la suite, elle est devenue non seulement a-t-elle gagné une place au Congrès, mais elle a aussi nommé par le président Lula comme la première ministre des Indigènes. Et grâce à cela, lorsque l'on pense aux histoires du communauté et des personnes autour du monde, on se rend compte qu'il est véritablement important de raconter tout cela et de construire et de bâtir sur la confiance parce qu'il y a tellement de routes différentes qui mènent à l'action climatique. Il y a beaucoup de personnes qui font de leur mieux pour mitiger le changement climatique, soit à l'échelle individuelle aussi bien qu'à l'échelle communautaire. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci beaucoup. Je me régale toujours lorsque j'entends ce que vous faites chez Earthrise. Il est trop beau de voir ce que vous faites en termes de storytelling. Donc, merci beaucoup. Je voudrais juste dire que les diapos sont disponibles dans notre drive partagé. Donc, si jamais vous pouvez les télécharger. Merci beaucoup. Passons maintenant à notre dernier intervenant, Tim Kruger, qui est l'un de mes collègues à Oxford Net Zero, qui parlera à propos de la rémotion du carbone. Dans la présentation de John tout à l'heure sera complétée par ce que Kruger a dit. Son entreprise va faire en sorte que c'est un associé à Oxford Net Zero. Il s'était occupé également de l'école d'Oxford pendant 2 ans entre 2010 et 2022. Cette initiative multidisciplinaire se centre sur les problématiques éthiques qui concernent la rémotion de carbone. Il est également l'un des auteurs de Principes d'Oxford qui propose un cadre pour les ingénieurs. Je ne sais pas où il trouve le temps, mais il a également fondé 2 startups, l'une desquelles développe une technologie pour décarboner l'air et une autre startup qui développe des technologies pour créer des cultures riches en protéines. Donc, merci beaucoup, Tim. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Alexis. Et bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran. Donc, normalement, vous devriez pouvoir voir ma présentation maintenant. Vous la voyez? Parfait. Donc, pas besoin de faire plus de présentation. Alexis l'a déjà fait, donc merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter une histoire aussi.
Et je vais commencer de manière traditionnelle. Il était une fois, il y a peu de temps, le climat était stable, les températures variaient de 1,5 degré vers le haut, vers le bas. Et tout cela nous a permis d'avoir de l'agriculture et une civilisation. Mais aujourd'hui, nous avons franchi les frontières de cet intervalle traditionnel. Les températures globales, on doit y penser comme si c'était les températures de notre corps. Un demi-degré, c'est une petite fièvre, et 3 degrés, c'est une fièvre très forte, et plus que ça, c'est vraiment la mort. Nous avons l'ambition de l'accord de Paris. Le but est de maintenir l'augmentation des températures bien en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Il est important d'être réaliste par rapport à où nous nous trouvons. L'année dernière, la température mondiale était juste en dessous des 1,5 degrés. Il y a évidemment l'effet El Niño qui renforce cet effet d'augmentation de température. Mais cette année, il semblerait que nous soyons déjà au-dessus des 1,5 degrés. Donc, il nous reste vraiment peu de temps. Et on va probablement passer les 1,5 degrés de manière définitive. Il y a un sujet, un terme qui s'appelle l'horloge climatique. Elle est basée sur l'accumulation de CO2, l'accumulation de CO2 à travers le temps. Et donc, tout cela, cette représentation de l'horloge climatique nous dit que nous n'avons plus que 5 ans. Nous sommes vraiment dans le compte à rebours. Mais en fait, nous ne savons pas exactement. Peut-être que nous avons que 2 ans, ou peut-être que nous avons déjà dépassé le seuil, ou peut-être nous venons 10 ans. Mais disons que au rythme actuel, nous devrions avoir 5 ans pour éviter de dépasser les 2 degrés. Donc vous voyez ici les milliards de tonnes que nous émettons chaque année. Nous avons atteint 35 milliards de tonnes. Donc c'est ce que montre ce graphique. Ce graphique qui montre les émissions de CO2, mais il y a d'autres émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut non seulement stabiliser, mais il faut réduire les émissions. Il faut arriver à net zéro émission. Zéro émission nette. Et donc, sur ce graphique, à chaque année où nous sommes au-dessus de zéro, nous aggravons la crise climatique. Donc, stabiliser ou réduire les émissions n'est pas suffisant, il faut arriver à zéro. Il faudrait les réduire de manière extrêmement rapide. Vous voyez sur ce graphique, il y a un scénario de réduction vraiment très rapide. C'est ce qui doit se produire, mais nous ne savons pas si cela va se produire. Alors, ce que nous devons faire, donc, c'est d'abord, comme je disais, réduire les émissions de CO2, mais aussi enlever, éliminer une partie de CO2. Impossible d'arriver à zéro émission nette sans éliminer du CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc, il y a 2 principes pour cela. Déjà, il faut enlever le CO2 de l'atmosphère et il faut le stocker de manière durable, hors de l'atmosphère. Par exemple, lorsqu'il y a un arbre et qu'on le brûle, on émet du CO2, mais dans le deuxième dessin, on ne stocke pas le CO2 parce que on le brûle à nouveau et il est émis dans l'atmosphère. Ce qu'il faut faire, c'est non seulement prévenir les émissions d'arriver dans l'atmosphère, mais il faut vraiment les enlever de l'atmosphère.
Et pour cela, il y a différentes techniques possibles. Je vais en parler dans un instant. Et voilà un graphique du rapport du GIEC. Et nous voyons qu'il faut travailler sur les terres, dans les mers, et il faut travailler avec les plantes, il faut travailler avec les arbres. Et il y a 3 critères importants à prendre en compte. Tout d'abord, la durabilité. Est-ce que le processus que nous allons utiliser va permettre d'éviter que le CO2 soit hors de l'atmosphère pendant très longtemps? Donc, quand nous émettons du CO2, il reste de manière permanente ou très longtemps dans l'atmosphère, donc il faut faire l'effet inverse. Il faut prendre du CO2 et le stocker hors de l'atmosphère. Et il y a différentes manières de le faire. On peut le faire d'une manière à ce que cela reste hors de l'atmosphère pendant 10 ans, ou cela peut être plus longtemps. En tout cas, il faut que ce soit, si ce n'est permanent, du moins très durable. Deuxième aspect, est-ce qu'on peut généraliser ces techniques? Il nous faut des techniques qui nous permettent d'éliminer des millions de tonnes, des milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Et donc, nous ne devons pas faire trop d'efforts, consommer trop d'efforts sur des choses qui ne sont pas généralisables à grande échelle. Et troisièmement, il faut des solutions qui soient acceptables, socialement acceptables. Ce n'est pas seulement une question d'ingénierie, ce n'est pas seulement une question technique, mais c'est une question également d'acceptabilité sociale et de possibilités politiques. Donc, je vais parler un peu des techniques maintenant. Nous savons tous que les arbres peuvent stocker dans leur biomasse du CO2. Mais quand ils meurent, ce CO2 est réémis dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas une solution durable. Nous savons qu'il y a une augmentation des feux de forêt, et donc quand ces forêts brûlent, il y a une émission de CO2 de l'atmosphère. Dans ces fumées, le CO2 est réémis dans l'atmosphère. Et autre chose, il n'y a peut-être pas assez, il n'y a sûrement pas assez de terre pour planter tous ces arbres. Cela pourrait être une manière de sauvegarder, de stocker 2, 3, 4 milliards de tonnes, mais ce n'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Le biochar, c'est une manière de le stocker de la biomasse et de le chauffer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'émissions de CO2. Mais nous sommes limités par la quantité de terre dont nous disposons. Une autre manière est de stocker la biomasse, de stocker le CO2 et de l'enterrer dans la terre. Il y a certains avantages, parce que lorsque nous faisons cela, cela nous permet de produire de l'électricité et en même temps de stocker le carbone. Mais nous sommes également limités par la quantité de terre où nous pouvons stocker cela. Donc s'il y a une limite sur les terres, qu'en est-il de l'océan? Vous voyez, c'est une image de la côte française. Une idée est de mettre des matières dans l'océan qui permettent d'accélérer la capture de CO2 dans les océans. Mais il y a des préoccupations quant à la durabilité environnementale de ce type de procédé. Autre possibilité, les possibilités plus techniques, c'est une technique de capture directe dans l'air. On capture directement le CO2 dans l'air et on l'implante dans la terre. Le problème, c'est de généraliser cette solution. Ce sera vraiment très cher et très compliqué de le généraliser à grande échelle. Une autre possibilité, c'est l'érosion des roches.
Et cette technique, malheureusement aussi, on peut se poser des questions sur la généralisation possible ou non de cette technique. Parlons de l'échelle. En 2020, en raison des troubles liés à la pandémie de Covid-19, les émissions globales ont diminué de 5,4%. Aujourd'hui, les émissions actuelles de CO2 sont de 42 milliards de tonnes par année. Si nous pouvions atteindre ce rythme de 5,4% de réduction par an d'ici 2050, nous obtiendrons 10 milliards de tonnes par an d'ici 2050. Mais il est très peu probable que ces émissions baissent à ce rythme. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais c'est une question de l'application de ces technologies. Mais il serait vraiment irréaliste de croire que nous pouvons continuer, nous pouvons y arriver à ce rythme. Donc pour y parvenir, il faut avoir un plan pour pouvoir retirer, pour pouvoir éliminer de la CO2 chaque année. Il faut penser en grands chiffres. Pensez par exemple à un champ de blé, le plus grand champ de blé que vous pouvez imaginer. Pensez peut-être à une prairie. Et il y a des plants de blé qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Et par exemple, si vous regardez le blé qui est planté au Canada, en Russie, aux États-Unis, etc. Et toute la superficie qui est utilisée pour planter du blé dans le monde entier, cela vous donne une idée de ce qu'il faut pour y parvenir. Pensez à toutes les réglementations, pensez à tous les équipements spécialisés qu'il faudrait utiliser, pensez aux milliers de personnes. Et donc tout ce qui est utilisé, toutes les recherches utilisées, nous n'obtenons que 800 millions de tonnes de blé par an. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas obtenir 800 millions de tonnes, il faut obtenir 20 milliards de tonnes chaque année. Donc, vous voyez un peu l'échelle sur laquelle il faudrait travailler. Cela permet vraiment de comprendre l'échelle que nous devons obtenir. C'est ça qu'il faut faire pour réduire les émissions de CO2. Plus nous réduisons les émissions de CO2, moins nous aurons besoin de technologies pour éliminer du CO2 de l'atmosphère. Parlons des émissions historiques. Même si nous arrivons à zéro émission nette, il faudra enlever du CO2 de l'atmosphère pour réduire les niveaux atmosphériques. Donc, un jour ou l'autre, il faudra nettoyer l'atmosphère de tout ce CO2 supplémentaire, de tout ce CO2 en trop. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas présenter toutes les diapositives. Pour expliquer de quelle manière on peut atteindre l'objectif, je vais donner l'exemple de la vache. Une vache coûte 2000 $ pour élever une vache. Chaque vache contient 10 kg de steak de filet. Et le prix pour chaque kilo est de 200 $. Mais c'est la mauvaise réponse parce qu'il y a d'autres parties de la vache qu'on peut utiliser, que l'on peut vendre. Et donc, c'est le cas pareil pour le climat. Il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Essayons de penser au prix, qu'il faudrait avoir pour enlever le CO2 de l'atmosphère. Aujourd'hui, les personnes qui émettent du CO2 sont subventionnées. Elles ne payent pas le coût entier de leur pollution. Donc, ce qu'il faudrait, c'est de transmettre le coût aux pollueurs pour défaire le coût qu'ils provoquent.
il y a une chose qui s'appelle l'aléa moral et l'obligation morale. L'aléa moral, c'est qu'il y a une préoccupation selon laquelle la discussion des propositions pour éliminer le CO2 va nuire à la volonté de réduire les émissions. Il y a également la question de l'obligation morale. Également la question de créer un prix global pour le carbone. J'ai commencé mon intervention en parlant de l'âge de glace et j'ai montré à quel point nous sommes très loin de cet équilibre qu'il y avait après l'âge de glace. Maintenant, après l'Holocène, nous entrons dans l'ère de l'Anthropocène. C'est une ère géologique qui est caractérisée par l'influence humaine. Il nous faut une grande restauration. Une espèce de grand singe laisse une trace indélébile sur la planète. Si dans 1 million d'années, une une espèce venue de l'extérieur venait vers nous, il pourrait voir les traces de notre époque actuelle. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est éliminer toutes les traces de l'Anthropocène. Et c'est une tâche qui nous prendra des générations. Et il faut faire quelque chose qu'on a appris à la maternelle. Si vous faites du désordre, il faut le nettoyer. Et donc, comment se résoudre le changement climatique? C'est quelque chose qui n'est pas hors de notre portée, mais cela peut être hors de notre volonté. Dans tous les cas, les personnes qui vont jeter les bases de cette transformation ne le verront pas de leur vivant, mais les générations suivantes pourront finir le travail commencé aujourd'hui. Donc la question, ce n'est pas est-ce que nous pouvons le faire, est-ce que nous voulons le faire? Et si nous le faisons, les générations futures pourront vivre de manière paisible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une analyse très intéressante de l'élimination du CO2. Et c'est vraiment un sujet que tu as présenté de manière très intéressante. Merci beaucoup, Tim, pour cette présentation. Nous sommes vraiment très contents de t'avoir eu aujourd'hui. Maintenant, nous avons un peu de temps. Nous allons faire les questions-réponses. Et je voulais vous rappeler que nous aimons avoir vos réflexions. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran de tout cela pour voir les différents réseaux sociaux que nous utilisons, Instagram, Twitter. Nous avons un groupe LinkedIn. Je vais vous envoyer un lien et un appel après la session. Donc, puisque je vois que beaucoup d'entre vous ont fait des commentaires, oui, bien sûr, on vous enverra les enregistrements au maximum une journée après la séance. Pour ce qui est des différentes langues, ben, elles seront disponibles 48 heures après hein, la séance. Donc, veuillez patienter, mais si vous aurez quelques soucis à avoir accès à tout cela, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Puis, si besoin, il y a de subventions, on sera bien content de vous soutenir. Il y aura pas mal d'informations à ce sujet et ces informations vous seront envoyées par mail là, d'ici peu. Donc, question-réponse. J'ai une question pour John pour commencer. Et c'est une question plutôt générale, portant sur la science climatique plus en général et concerne les émissions de carbone des conflits armés. Comment est-ce que cela a contribué? Oui, merci beaucoup de cette question. Oui, j'ai justement fait une recherche et le Guardian a mené une étude à ce sujet, en particulier sur l'effet que l'invasion russe a eu sur le climat. On a cherché à comprendre
cet impact climatique. L'étude du The Guardian a dit que 5% de la totalité de l'impact carbone peut être lié justement à l'aviation, mais aussi aux opérations militaires. C'est la dimension financière qui compte également. Et on dépense à peu près 2,8 billions de dollars, hein, ce qui est énorme. 1000 millions, c'est beaucoup. Il y aura toujours des conflits, mais je me dis qu'il est véritablement important de juguler également ce type d'émissions. Donc, il est important de se rendre compte où ces émissions ont lieu, parce que si on n'arrive pas à le comprendre, ça sera véritablement difficile d'endiguer cette problématique. Merci beaucoup. C'est une très bonne question sur une question plutôt complexe. J'ai une question pour Jouei. C'est une question qui porte en particulier sur l'absence d'instruction climatique à l'école et comment est-ce que cela va avoir un impact sur les récits du climat. D'accord. Passons à Tim peut-être parce que Joy n'est pas là. Alors, Tim, on aimerait savoir un petit peu plus quelle est ton opinion à propos de l'ambition climatique. Est-ce qu'il y a certains secteurs ou certaines régions du monde qui ont commencé effectivement à créer des startups climatiques? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je me dis que pour l'instant, beaucoup du travail mené du côté de la haute technologie est mené par le Nord global et par l'Amérique du Nord, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de solutions également provenant d'autres parties du monde. Je me dis que le financement pour les startups est facile dans ces régions, mais clairement, nous avons besoin que beaucoup plus d'idées soient financées partout dans le monde. Et il faut demander, bien évidemment, à l'AFC et à la Banque mondiale également. En termes de potentiel, je me dis qu'il y a pas mal de potentiel quand il s'agit de l'élimination de CO2 dans le monde. Donc, si on enlève la CO2 au milieu du désert, il est tout aussi efficace que l'éliminer d'un secteur industriel. Donc, il y a effectivement un potentiel d'identifier des technologies qui améliorent la qualité de l'atmosphère, même au-delà des secteurs industriels. Donc, il y a un énorme potentiel à ce sujet pour ce qui est de l'élimination du CO2 dans l'atmosphère et la façon dont on peut développer des opportunités dans l'avenir. Donc, on peut localiser certainement quels sont les secteurs qui doivent s'améliorer pour contrecarrer le changement climatique. D'accord, merci beaucoup, Tim. Je ne sais pas si Joey est de nouveau avec nous, sinon je passe à une autre question pour vous, Tim. Vous avez dit que pas mal de techniques ne satisfont pas les standards que vous avez mis en avant dans votre diapositive. Mais est-ce qu'on peut retrouver donc des mécanismes qui sont plus à long terme? Je crois, j'avais une entreprise, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais je me dis que le problème véritable porte sur la définition de succès. C'est quoi le succès au juste?
Il faut éliminer la CO2 de l'atmosphère. Mais que devons-nous faire pour que ces solutions soient durables, hein? Que devons-nous faire pour satisfaire également les contraintes sociales, hein? Et on se demande également comment le faire de façon intelligente. Bien évidemment, on est en train de développer de nouvelles technologies, mais ce sur quoi il faut se centrer le plus est comprendre ce qu'est le succès. Une fois le succès défini, il sera plus facile de mettre en place de nouvelles technologies. Le problème maintenant est que la plupart des gouvernements cherchent à identifier un gagnant et ils ne réussissent jamais. Plutôt, il faut se centrer sur ce qu'est le succès. Et seulement une fois cette définition trouvée, on pourra développer des technologies intelligentes. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre réponse. John, je me demandais si vous pouviez m'expliquer votre procès qui concerne la consolidation de ces messages clés quand il s'agit de, des infographes. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est une bonne question. En fait, je ne saurais pas trop comment vous dire. Il faut apprendre les bases à bien avant d'effectivement faire quelque chose comme ce que j'ai fait. Il faut identifier les messages fondamentaux par le biais d'un programme qui s'appelle Illustrator. Et par la suite, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut le simplifier ultérieurement? Quelles sont les métaphores les plus évidentes? Quelles sont les plus créatives? Et c'est exactement ce que notre équipe est en train de faire. On a choisi des messages clés et puis on a décidé de leur donner un ordre logique. C'est un processus encore plutôt long. Il m'a pris à peu près 2 semaines hein, pour réaliser l'infographe que vous avez vu. Et là, je n'avais que ça à faire. Lors d'autres occasions, ça m'a pris 3 semaines à peu près. Donc, pour moi, c'est un privilège d'être en mesure de condenser les informations parce que cela nous permet de comprendre quels sont les piliers. C'est quoi qui compte le plus? Et j'ai aussi la chance d'avoir le soutien de collègues incroyables tels que Alexis. Donc, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, John. Joy est de nouveau là. La question est, quel est l'impact du manque d'éducation climatique sur, la, sur les storytelling? Désolé de ne plus être là. J'avais un colis à retirer, mais bien sûr, il y a un énorme problème lié au manque d'éducation climatique à l'école. Je voudrais bien avoir les statistiques sous les yeux, mais je n'en ai pas. Ce qu'on sait est que c'est un problème. Bien évidemment, avec l'éducation et l'instruction, les personnes vont avoir plus d'outils pour mieux comprendre les défis euh, auxquels elles font face, hein. Il faut également comprendre la complexité de tout cela. Et voilà pourquoi il serait intéressant hein, d'avoir l'éducation à l'instruction qui pourrait nous aider également à comprendre les façons différentes dont les personnes peuvent jouer un rôle ou participer, si vous le voulez, dans la lutte climatique, ne serait-ce qu'en étant plus informés sur ce qui se passe en termes d'action climatique. Il faudrait aussi intéressant de savoir
quel est l'impact climatique pour mieux choisir la carrière future. Tous médias, non seulement les journalistes, surtout parce que les jeunes complètent leur connaissance du monde par le biais des réseaux sociaux. Voilà pourquoi les réseaux sociaux doivent prendre la responsabilité de partager des histoires intelligentes. Et franchement, ils n'ont même pas été explicites en termes du changement climatique. On peut parler aussi du cheval de Troie, le cheval de Troie étant le changement climatique. Donc, insérer le changement climatique un petit peu partout à de petites doses, juste pour que les personnes comprennent que le changement climatique, en fait, est étroitement lié à plusieurs domaines de notre vie. Voilà que les personnes euh, seraient plus incitées à s'informer concernant le changement climatique si le changement climatique était toujours lié à des thématiques qui intéressent aux personnes. Par exemple, prenons la musique. Donc, comment est-ce que les chanteurs vont affronter l'espace climatique? Donc, il serait véritablement intéressant si les réseaux sociaux également pallient les lacunes éducatives. Mais oui, on a bien besoin de plus d'éducation. Merci beaucoup pour cette brillante réponse. Ça a été un plaisir d'avoir vous tous là. Merci beaucoup à tout le monde. Bien évidemment, on est en train de déborder. Juste pour vous dire que le 10 septembre, ça sera la prochaine séance qui s'appelle Net Zero or Not Zero, qui s'agit sur la gouvernance sur le zéro émission net. Il y aura une autre collègue à moi très chère qui travaille étroitement avec moi-même, avec l'écran. Et on parlera avec les émissions zéro net et les gouvernances. Hâte de vous voir le 10. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir.